Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver. C'est dans ce rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers DLN2, nous sommes au numéro 34. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, les COMEX et toute l'ambiance autour des éperviers, naturellement, toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons donc de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Avec aujourd'hui au menu, élections, ou plutôt éliminatoires. Oh là là, je suis pressé d'aller aux élections. Bon, d'accord, ça va venir quand même, mais c'est pas pour maintenant. Éliminatoire Cannes Maroc U23, avec le Togo qui a été éliminé au second tour par l'Afrique du Sud. Comment comprendre une telle élimination des éperviers espoirs? Le staff technique a-t-il été un problème pour la cohésion et la performance du groupe? Que reproche-t-on réellement à ce staff technique? L'année 2022, oui, une hécatombe pour le football togolais à travers ces sélections nationales. C'est une question qu'on se pose. Cadets, juniors, espoirs et sélections locales, tous éliminés. En tout cas, la sélection Fagnon également dans le couloir de l'élimination. Que se passe-t-il concrètement dans le nid des éperviers? Comment reconstruire le football togolais? Où se trouve véritablement le problème? Pourquoi les résultats ne suivent-ils pas malgré donc les moyens plus ou moins conséquents déployés par l'État et la Fédération? Et puis nous allons revenir peut-être sur l'identité vestimentaire des éperviers du Togo avec, disons, ces couleurs que nous continuons donc de redouter. Les Togolais en club avaient le coup d'œil sur l'actualité des joueurs expatriés. La tranche des auditeurs avec à vous l'antenne, naturellement, c'est vous qui êtes donc sollicité pour participer à cette émission. Dans l'une des éperviers d'RN2, c'est avec la technique Pélagie Mekoum. À la caméra, comme d'habitude, Elom Adovon et au studio. Les chroniqueurs sont présents. Franck Nounyama, le patron de la rédaction. Oui, avec son assistant de toujours, Angelo Folikoué. Voilà, à la présentation, appelez-moi Aimé Lebron, RN2. C'est parti. Et voilà, le nouvel envol toujours attendu donc des éperviers. Et nous y sommes et nous recherchons tous, en tout cas, les solutions pour ces problèmes récurrents qui se posent donc aux éperviers du Togo. Avec Franck Nounyama, bonjour, merci d'être là. Merci Aimé, bonjour à toutes, bonjour à tous. Angelo Folikoué, merci d'être là, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Et comme ça, on se retrouve en gelon, justement, avec cette élimination du Togo, justement, le premier sujet. Le Togo qui a été éliminé donc au second tour par l'Afrique du Sud. Alors, la première question qui nous vient donc en tête, comment comprendre une telle élimination de ces éperviers espoirs? Ce n'est pas une surprise, hein. Ce n'est pas une surprise, même si beaucoup d'observateurs et surtout, en tout cas, les inconditionnels de cette sélection U23 croyaient autre chose. Ça peut être également légitime, mais quand on considère un peu la prestation des éperviers U23 d'abord à domicile, en concédant un nul, je pense que tout a été plombé. En tout cas, les chances ont été plombées à ce niveau-là. L'équipe n'a jamais su faire la différence face à leurs homologues de l'Afrique du Sud. Et curieusement, je dis bien curieusement, oui, lors du match retour, l'on s'attendait à un système, à un dispositif qui normalement doit aller chercher la victoire, voire même la qualification. Mais curieusement, cette équipe est restée tellement en arrière, en ayant peur de pouvoir jouer. On n'a pas osé. Les passes n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Le dispositif tactique, il y a Cavortor et puis un autre compère en attaque. Les autres joueurs sont dans la moitié de camp. Je me dis, mais attendez, pendant ce temps, l'Afrique du Sud également n'a pas joué. Quand on considère un peu les 90 minutes livrées par les locaux, on se rend compte que côté Afrique du Sud, on ne cherchait que le match nul, histoire de ne pas tomber dans le piège, parce qu'ils savaient, ils redoutaient la force, en tout cas, de l'équipe togolaise quand on considère ce qui a été fait à l'aller. Et ça, sincèrement, je n'ai jamais compris pourquoi Afizou Traoré n'a jamais su oser dans un match pareil. Je ne suis pas entraîneur de football, mais je me dis, lorsque l'équation est telle que je dois marquer un but, plus que l'adversaire, histoire de le mettre beaucoup plus en doute, et si jamais des brèches se créent, je finis par planter un autre but pour mettre la différence. Mais côté togolais, on a longtemps tergiversé, et je pense, je peux me tromper, mais je pense, mordicus, que le discours d'Afizou Traoré, ça s'est traduit sur le terrain par rapport au jeu produit par les joueurs.
Je m'explique. Vous avez dans ce jeu-là, bien dans cet effectif, des joueurs capables de porter le ballon vers l'avant, qui, ma foi, n'ont pas été utilisés dans le bon timing. Vous prenez par exemple un cas pratique qui m'a tellement fait mal. Vous avez besoin de marquer un but, voire 2 pour faire la différence. Vous sortez un milieu de terrain offensif, créateur, dépositaire du jeu, et vous faites rentrer un défenseur. Mais c'est extraordinaire. Oui, mais justement pour conserver. Conserver quoi? L'acquis. Mais quel acquis à ce moment-là? Le nul vierge. Justement, car ce moment-là, ce nul vierge ne nous qualifiait pas du tout. Nous n'étions pas en train de jouer la première manche de la double confrontation. Nous étions dos au mur, d'autant plus qu'on a fait match nul 2-2 à domicile. Et ce n'est pas rien. C'est à considérer. Et même les commentateurs sud-africains redoutaient cette équipe togolaise. C'est vrai que je ne vais pas forcément revenir sur le pénalty existant sur Bruno Avotor. Bon, l'arbitre a jugé que ce n'était pas ça. Il y avait un poteau également. Mais je me dis, autant on peut penser qu'il y avait de la place, autant le staff technique, en tout cas, en l'occurrence, Afizou Traoré, s'est complètement sabordé sur cette qualification qui, nous tendait les bras, mais malheureusement, qui est partie du côté des Sud-Africains. En tout cas, on reviendra donc sur l'analyse de ce staff technique et bien sûr d'Afizou Traoré. Franck Nyama, je reviens à vous. Et pourtant, c'est Afizou Traoré avait rassuré tout le monde. Il avait un discours, disons, plutôt qui faisait comprendre. Il s'est montré confiant. Oui, justement, vous avez trouvé le mot. Il était plutôt confiant ici à Lomé avant de partir. Oui, il a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que oui, nous ferons 70% du match ici. Pour assurer les 30% restants en terre sud-africaine à Johannesburg. Cette élimination, on peut la comprendre à 3 niveaux. D'abord, l'équipe n'a pas eu de temps pour se préparer. On savait pertinemment que le Togo allait s'engager sur cette compétition, mais on n'a pas donné le temps nécessaire à cette équipe de pouvoir jouer ensemble, même s'il y avait ce stage d'Antalya sur lequel on revient toujours. C'était le seul? C'était le seul d'ailleurs, mais par la suite... Transformé en tournoi? Voilà, il n'y a pas eu de regroupement, pour permettre à cette équipe d'être aguerrie, d'être confiant, d'être solide à tous les niveaux avant d'aborder cette compétition. Au second plan, je pense qu'il a manqué un discours de guerrier au niveau du staff technique. Lorsque je regardais ce match et que sur une remise en jeu, alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps, le joueur togolais prend le ballon et puis le laisse et fait signe à un coéquipier de venir remettre le ballon en jeu. On perd des secondes. Ça veut dire que le discours n'est pas ce qu'il faut pour gagner un tel match. Et puis, lorsque vous regardez le match, vous voyez directement que le staff n'a pas fait le boulot. On remettait cette équipe peut-être à un staff beaucoup plus expérimenté. Cette équipe togolaise passerait le cap des Bafana Olympiques parce que ce n'est pas une sélection ridicule. Extraordinaire. C'est une sélection qui a du potentiel, mais on n'a pas travaillé sur ce potentiel. Togo quand même, oui. Je parle du Togo, on n'a pas travaillé sur le potentiel, on n'a pas permis à cette équipe de pouvoir, jouer sur ses valeurs, sur ses armes. Donc malheureusement, aujourd'hui, on est là pour parler de l'élimination du Togo au niveau de cette compétition des U23, et c'est quand même dommage. Maintenant, c'est la réalité, il faut y faire face. Oui, il faut y faire face, et là, je crois qu'on est en train d'indexer le staff technique. Est-ce quel a été le problème pour la cohésion, la performance de cette équipe, Angelo? Naturellement, quand on fait un peu le feedback en ce qui concerne l'état de nature sur la façon dont Afizou Traoré considère ses adjoints, je me dis qu'il y a un problème. D'autant plus que quand on considère un peu le profil de tous ceux qui sont, en tout cas dans ce staff aujourd'hui, eux tous ont été nominés. Il n'y a pas quelqu'un qui aujourd'hui a une garantie suffisamment supérieure à l'autre. Afizou Traoré a été appelé à la table, tout comme Wadjalantam et Yenke Claude, et puis le préparateur des gardiens ou l'entraîneur des gardiens. Eux tous ont été nommés. Voilà. Par la fédération togolaise. Un staff nommé. Exactement. Nous aurions tous aimé qu'il y ait quand même une certaine forme d'humilité, de considération l'un envers l'autre,
mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avions fait nos recoupements. On considère qu'aujourd'hui, Afizou Traoré, sans jeter la pierre, hein, sans être un oiseau de mauvais augure, mais je pense que il n'a pas été tact dans sa façon de gérer, je pourrais dire, les émotions et puis la présence de ses collaborateurs. Vous pensez qu'il est le responsable de cette élimination, Afizou Traoré? En partie, oui. En partie, oui, parce que je me dis qu'à une certaine période, lorsque vous réclamez qu'on change l'entraîneur des gardiens, vous réclamez que le préparateur physique ne soit pas quelqu'un de compétent, à un moment donné, je pense qu'il s'est oublié. Il a oublié que tous ont été nommés. Je pense que si on avait plutôt mis le ballon à terre, histoire de fusionner les compétences et de se comprendre et être, je peux dire, focus sur un même objectif, ça aurait fait la différence. Alors vous pensez qu'il s'est occupé d'autre chose que son travail, c'est ça? Oui, c'est ça la réalité. Et de vous à moi. Au même moment, il est le patron de ce staff et il pouvait donc faire des observations. Concernant les observations, quand je vois un peu plus loin, je dis bien je peux me tromper, j'ai l'impression qu'Afizou Traoré a voulu récupérer tous les lauriers à lui seul en se disant je fais mon travail, je suis le patron numéro 1, je propose, je demande à ce que ça soit fait ainsi et à la fin, je récolte tous les lauriers. En ce moment, il impose. Non, merci beaucoup. Voilà, il impose un semblant de proposition et il impose et derrière, il va récupérer tous les lauriers en se disant oui, c'est lui qui a permis à cette sélection-là de se qualifier. Le ballon rond, c'est vrai qu'il est rond, mais il ne trompe pas. Quand vous n'êtes pas unis autour de ce ballon-là, je ne vois pas Yenke Claude voir Wadja Lantam aller prier dans son coin pour que voilà, tout soit tout de suite remis sur la sellette dans le bon sens du terme, d'autant plus que nous faisons face et en même temps nous rions. Mais dans le ventre, ce qu'il y a, c'est autre chose. Quand l'état d'esprit n'est pas uni, sincèrement parlant, quelle que soit la qualité du dispositif et surtout la qualité de l'effectif que vous avez, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Malheureusement, ça a été le cas. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que la Fédé aujourd'hui regrette le fait d'avoir choisi Afizou Traoré? Si je suis à la place du président, je dirais oui. J'ai mal fait mon casting et le résultat, il est là aujourd'hui. Franck, voilà donc une analyse d'Angelo. Est-ce que vous la partagez, en fait, cette analyse? Oui, ou bien un staff technique doit être une équipe, doit être une famille. Ouais. Et les esprits devaient converger vers le même objectif. Ouais. Les objectifs doivent être soutenus dans Est-ce tous les que cas. les membres du staff technique ne connaissent pas l'objectif? Ils le connaissent. C'est ce qu'on leur a demandé certainement, c'est d'essayer de qualifier le Togo. Essayer ou bien déqualifier? Parce qu'on sait peut-être quelque part que tous les moyens ne sont pas réunis. Quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément des finances, mais on n'a pas donné le temps nécessaire à cette équipe. C'est ce que vous aviez souligné tout à l'heure par rapport au regroupement qui n'a pas été ce qu'il fallait, par rapport par exemple à la sélection locale. Qui a été lotie. Plus loti par rapport. voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est très difficile, c'est très compliqué si vous ne vous entendez pas sur des points qui peuvent rapidement fragiliser un groupe comme un staff technique d'une sélection nationale. La sélection nationale U23, on ne cessera jamais de le dire, c'est quand même l'antichambre de la sélection Fagnon. Et on doit pouvoir mettre des gens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui doivent se départir de certaines choses auxquelles il ne faudrait pas se livrer. Certaines considérations caricaturales. Voilà, donc lorsqu'on nous prenons Afizou Traoré qui prend sur lui de demander qu'on mette de côté l'entraîneur des gardiens, de parler un peu sur le préparateur physique, j'allais dire Yenke Claude, à qui il dit que non, ce n'est pas sa spécialité. Donc, vous pensez que l'ambiance dans le groupe serait, on va dire, une ambiance de famille? Non. C'est des gens qui se regardaient quelque part en champ de faïence, mais ils n'arrivaient pas à le dire. Et puis, il y a eu cette frustration de voir quelque part Wadja Lantam qui a plus de vécu,
relégué derrière relégué au second plan. Voilà, quelqu'un qui n'a pas eu de référence, qui n'a pas eu de vécu, qui n'a pas l'expérience peut-être d'un club, mais qui atterrit directement à la tête d'une sélection importante. Donc il y a toutes ces frustrations qui travaillent dans le groupe, dans la tête de tout un chacun. On se dit, qu'est-ce qu'il se passe ici? Mais personne ne s'exprimait, mais au fond d'eux-mêmes, c'est pas ça forcément, et ça n'a pas arrangé le groupe. Oui, mais Franck, dites-moi, alors comment expliquer le fait que malgré toutes ces dissensions, ils sont restés ensemble? Mais qu'est-ce qu'ils doivent Mais faire? alors, si ça ne marche pas, à un moment donné, il faut dire, écoutez, l'ambiance ne me plaît pas, je quitte là-bas. Mais justement, je voudrais apporter de l'eau à votre moulin. Ah oui? Mais attendez, dans nos recoupements, les deux, Yenke Claude et Wadja, ont failli démissionner. Failli. Oui, c'est-à-dire que quelque part, il y a souvent la cause nationale que l'on veut défendre. On se dit, tiens, on nous a nommés en tout cas à faire un travail. Essayons d'aplanir nos divergences et d'aller vers l'objectif qui nous a été assigné. Depuis le début, même avant le premier match contre la Mauritanie, le problème était déjà existentiel. Le problème existait déjà. Alors, est-ce qu'en ce moment, déjà, on ne pouvait pas régler ce problème et dire, écoutez, l'ambiance, ce n'est pas ça, et demander à la fédération simplement donc de faire ce qu'il faut? Normalement, c'est la fédération qui doit observer tout ça et qui doit parler, ou bien qui doit taper du poing sur la table. Messieurs, faites votre travail, nous attendons de vous un résultat. Mais on laisse aller, comme toujours. On n'a pas été rigoureux, et cette ambiance, on va dire, a travaillé, j'allais dire, à polluer un tout petit peu l'atmosphère au sein du staff technique. Voilà, donc jusqu'à la fin. Je pense que nous avons fait plusieurs réflexions ici en disant que la fédération n'a jamais été rigoureuse dans ce qu'elle fait. Voilà pourquoi il y a des gens qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Regardez un peu au Bénin, où il y avait cette atmosphère j'allais dire, je ne sais pas, cette atmosphère tendue, délétère entre les joueurs et puis le staff technique, parce qu'il y a un joueur qui est sorti, qui a dit, moi, ce système de jeu ne me convient pas. Et ça a été disputé entre eux, et puis il y a des gens... on failli claquer la porte. On failli claquer la porte. Des gens, avant le match, se sont mis en colère. Et on n'a pas donné le brassard acquis de droit. Il y a eu tout ça. Personne n'a réussi à régler avant ce match capitalissime contre le Niger. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le Togo est éliminé. Donc, lorsque vous travaillez dans ce genre d'ambiance, lorsque vous acceptez tout autour d'une sélection nationale qui représente quand même un symbole, on ne peut pas passer. Oui, alors, revenons donc à ce match. Et puisque on parlait justement de Traoré Afizou, qui est donc le sélectionneur, c'est lui qui est sur la sellette. À la fin du match à Johannesburg, qu'est-ce qu'il a pu dire? Nous allons l'écouter. Déçu vraiment, parce que notre objectif c'est d'atteindre jusqu'à la CAN, mais malheureusement la situation tourne mal. On est sorti, mais le projet ne s'arrête pas là. Le projet c'est de conduire ces jeunes-là dans 2-3 ans jusqu'en équipe A. On a fait de notre mieux. La stratégie c'est de fermer l'adversaire, il n'arrive à mettre aucun but, et puis nous, même si on met un, on fait la différence. Mais on a eu des chances, on n'a pas su concrétiser. Plus l'arbitre qui nous a retenu un penalty clair. On a beaucoup travaillé ça à l'entraînement, mais malheureusement ça n'a pas bien tourné au match. Le gardien il est impeccable, il y en a d'autres aussi, on les travaille toujours, c'est des jeunes, ils ont de l'avenir. Nous on a travaillé, l'entraîneur de l'équipe A nous suit toujours, c'est à lui maintenant de se prononcer qui il a vu qui peut aller en A. C'est ça notre projet, c'était notre rêve et le rêve est brisé, mais on va reconstruire encore, le temps passe, ça viendra encore, on va encore faire de notre mieux pour aller à la prochaine CAN après celle-là. Voilà, Traoré Afizou, qui apparemment ne semble pas, se reconnaître certaines fautes. Mais non, il est déçu, certes, mais selon ses dires, oui, on va accompagner cette équipe dans 3 ans, dans 4 ans, et qui va arriver donc en équipe A. Donc, il est là pour 3 ans. C'est difficile, c'est comme on joue un peu à la tombola. L'objectif premier ici, ce n'est pas, en mettant cette équipe en compétition, ce n'est pas d'aller renforcer d'ici 3 ans la sélection Fanion. C'est de pouvoir permettre aux U23... Il y a une compétition pour cette catégorie. Pour cette catégorie. C'est là qu'on attendait justement Afizou Traoré. Il n'a pas fait, mais il oublie rapidement ce côté-là. Il se projette sur 2-3 ans à venir, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur
de cette ambition ou bien c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'on attend de lui. Vous pensez qu'il n'a pas d'ambition? Son ambition, c'est d'amener cette équipe vers disons, la sélection A. C'est l'ambition. Oui. Moi, je ne sais pas. Pour moi, l'ambition de cette équipe qui est celle de pouvoir se qualifier pour la CAN au Maroc l'année prochaine. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas forcément besoin d'attendre 2-3 ans pour aller renforcer ou bien alimenter la sélection Fagnon. Ce n'est pas ça. Ici, il s'agirait de... Si vraiment on avait envie ou bien on n'a pas d'objectif ici, on n'a pas besoin de s'aligner. On peut organiser des matchs amicaux entre sélections ou bien d'autres matchs contre d'autres sélections pour voir les joueurs capables d'intégrer d'ici 2-3 ans, comme il le dit, l'équipe nationale. Mais on s'est engagé pour se qualifier pour la CAN à venir au Maroc l'année prochaine. Donc ça veut dire, je pense qu'il tourne autour du pot, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Donc voilà, aujourd'hui le Togo est pénalisé pour avoir choisi quelqu'un, pas quelqu'un de rigoureux, pas quelqu'un de ferme, pas un entraîneur qui connaît ce qu'il est venu chercher. Voilà, on a essayé, on a joué un peu à la tombola, et voilà l'échec. Oui, Angelon, mais Afizou Traoré peut encore répondre que je n'ai pas eu l'effectif que je voulais. Non, je ne pense pas qu'il doit... Ah oui, mais attention, il va vous dire, je n'ai pas pu avoir Karim, je n'ai pas pu avoir Augustin, je n'ai pas pu. Bon, écoutez. Mais comment a-t-il fait pour passer l'étape de la Mauritanie et à aborder les matchs contre l'Afrique du Sud en marquant 2 buts à domicile avant d'aller se faire, on pourra dire, ridiculiser? Parce que même s'ils n'ont pas marqué, donc on vous diront non, ils n'ont pas perdu, mais le Togo est éliminé. Maintenant, tout dépend justement de ce que la fédération a mis en place comme objectif assigné à ce staff-là. Je reviens un peu par rapport à la question que vous avez posée concernant les joueurs, mais la plupart du temps, les joueurs que nous avons sont des joueurs qui sont issus de notre championnat. Vous avez vu entre-temps, lors du match face à la Mauritanie, on a vu une kyrielle de joueurs venus de l'extérieur du pays. Mais qu'on n'a pas utilisé. Ouais. Donc, quelque part, c'était son choix. Parce que même, comme on le disait un peu tantôt, le fait même qu'il choisisse, qu'il liste les joueurs, très souvent, c'est à la dernière minute même que ces joueurs sont franchement informés. Et donc, quand c'est comme ça, quelque part, il avait sa petite idée sur qui est capable de jouer dans son système. Aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Idrissou Hadi, Kouyara Robert, Denis Abalo ou encore Ouro Wetire. Eux tous, ce sont des joueurs issus de ce championnat. Quelque part, il avait eu à bien faire. Ça, sincèrement, sur ce côté, c'est bien. Parce que, en matière de compétitivité, les joueurs que nous venons de citer ont disputé le championnat, quelques coupes avant bientôt le démarrage du championnat. Sauf que, il n'y a pas eu cette envie-là, cette ambition. L'autre question que je me pose, est-ce que Afizou Traoré avait vraiment envie de gagner ce match quand on a considéré le système mis en place? Les joueurs que nous venons de citer ont cette propension à porter le ballon vers l'avant. Ouro Wetire, c'est quelqu'un qui monte très bien avec le ballon. Il a plutôt montré une satisfaction par rapport au fait que oui, on a conservé le ballon. Non, c'est pas ça. Il fallait marquer. Il faut marquer. C'est son objectif. Non, mais il fallait marquer. Ce n'est pas le football académique. Oui, on a eu un penalty non sifflé. On a mis un poteau. Ça c'est des détails. Ça ne suffit pas. Là, on est dans un match de compétition. Une compétition, ça se gagne et on franchit les étapes par étapes. Je le disais tantôt, en fait, il y a quelques jours dans ce même studio, le prochain adversaire de l'Afrique du Sud, c'est quelle sélection? C'est le Gabon. Alors où nous parlons, le Gabon n'est pas en compétition. Donc, quelque part, le Togo avait, dans une moindre mesure, en tout cas, la chance pour ne pas aller loin dans cette compétition. Ça fait mal, mais comme on le dit souvent, tel on fait son lit, on s'y couche. Rien à dire. Alors, vous avez évoqué le nom de Idrissou Hadi, justement, le joueur de Diton. Exactement. Qui fait partie donc de cette sélection qui... Capitaine. Le capitaine, d'ailleurs, voilà, c'est le capitaine donc des éperviers Espoir qui a évolué également avec cette équipe à Johannesburg. On va l'écouter donc après ce match. On a fait de notre mieux pour gagner le match. On n'a pas démilité, mais vous avez vu. Ça, il faut qu'on recorrige certains aspects et puis on reviendra plus fort à l'avenir. Ce qui a manqué la finition. C'est une déception, mais moi je vois qu'on a fait un bon match. Donc on va préparer et puis à l'avenir, on espère qu'on va poursuivre ce champ-là. On a trouvé les occasions, plus de 2 occasions, bien 3 occasions nettes. Mais puis l'arbitre, on avait trouvé un penalty aussi, mais on est à l'extérieur, donc c'est le football, on le prend comme ça. Déjà, sur le plan structure, il nous dépasse. Mais aujourd'hui, on les a montré que nous aussi, on a la capacité de les affronter. Moi, j'ai 20 ans. Mon rêve, c'est de jouer au plus haut niveau possible. L'équipe nationale A, c'est mon rêve aussi. Donc, je vais travailler pour y arriver.
Idrissou Hadi, justement, à l'instant, qui parlait, oui, on a bien joué, on a trouvé des occasions, on n'a pas su donc les exploiter, on a eu un penalty raté, on a eu, vous voyez, Franck? Oui, tout cela ne compte Ils ont pas. tout eu. Oui, tout cela ne compte pas. Sauf la qualification. Il fallait gagner. Il fallait gagner. Il ne s'agit pas de bien jouer. Il ne s'agit pas d'avoir des occasions. Il ne s'agit pas de se faire refuser un penalty. Non. Il faudra marquer. Il fallait marquer. Il fallait gagner. Par rapport au système mis en place par Afizou Traoré, sur l'ensemble du jeu, on dit oui, l'équipe n'était pas ridicule par rapport à la qualité intrinsèque des joueurs qui ont été convoqués, mais l'animation de jeu, tout ce que nous avons vu la dernière fois ne permettait pas au Togo de pouvoir aller chercher cette équipe sud-africaine qui est restée dans son camp, qui a géré, qui n'a pas été bousculée, j'allais dire. Finalement, elle a déroulé comme elle voulait, elle n'a pas été gênée parce qu'en face, il n'y avait pas une équipe déterminée. Il n'y a pas une équipe, on va dire, qui est en rage du côté togolais. Ça aurait été le cas, je pense que l'équipe sud-africaine allait connaître une déroute. Parce que là, Afizou a dit, oui, gérer, jouer, oui, passer le ballon. Voilà. Ne sortez pas beaucoup. Ne prenons pas de but. Voilà, donc oui, on n'a pas pris de but. On n'a pas pris de but, mais on est éliminé. Oui, mais bon, voilà. Mais Afizou Traoré, jusque-là, il s'estime heureux d'avoir... 2 matchs nuls, c'est bon. 2-2 à domicile, 0-0 à l'extérieur. C'est ça. C'est l'objectif. C'est ça. Moi, je pense que oui, on aurait, j'allais dire, confié cette équipe à un autre sélectionneur qui a du vécu, qui maîtrise ce qu'il fait, mais le Togo pourrait passer. En tout cas, Afizou Traoré, il pense que son boulot, c'est d'amener dans 2 ans, dans 3 ans, cette équipe en sélection A. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, je voudrais dire quand même que ce sujet, on ne peut pas le pousser aujourd'hui. Oui. On va revenir encore une fois, prendre d'autres aspects et justement avec cette ambiance qui, j'allais dire, qu'on est en train de déplorer au sein du staff technique. Je crois qu'il faut encore creuser cela, crever l'abcès justement pour voir réellement ce qui s'est passé et comment on pourra résoudre désormais ces genres de situations. Voilà, on revient. Deuxième sujet, l'année 2022 qui est en train de boucler ses ailes, de fermer ses ailes, j'allais dire, avec cette hécatombe dans le football togolais, justement à travers ces sélections nationales. Oui, ben voilà, Franck, les cadets, les juniors, les espoirs, on en parlait à l'instant, la sélection locale, tous ont été éliminés, justement. Mais voilà, la sélection Fagnon qui se trouve toujours également dans le couloir de la mort, justement. Le couloir de l'élimination. Oui, ben voilà. Oui, c'est le couloir de la mort. Oui. Alors, que se passe-t-il concrètement dans le nid des éperviers, Franck? Difficile de comprendre parce que chaque saison, chaque année, on répète les mêmes choses, mais on prend toujours les mêmes et on recommence. Lorsque nous prenons les cadets avec Maurice Noutugé, qui a conduit cette équipe à ces éliminatoires de la zone 3, UFOA B. Oui. Cette équipe des cadets, comme toujours, n'a pas eu, on va dire, ce temps nécessaire. On attend toujours le dernier moment pour courir de gauche à droite, pour aller chercher les joueurs. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Si vous n'avez pas de championnat de jeunes, vous ne pouvez pas mettre en place une sélection de jeunes assez solide, assez compétitive. Parce que vous prenez les jeunes de gauche à droite, ils vont découvrir juste une compétition sur laquelle ils n'ont aucune référence, sur laquelle ils n'ont aucun recul, sur laquelle ils n'ont aucune expérience. Ça va être très compliqué. C'est ce qui s'est passé. Le Togo est revenu à la maison. La même chose du côté des U20, dirigé par Ameto Kodo Mensah, qui a été, on va dire, doublement champion du Togo avec Asko de Kara. Donc ça veut dire là au moins que c'est un entraîneur qui se connaît. Maurice également champion du Togo avec Koroki. Ce qui veut dire que ce n'est pas, on va dire, n'importe qui qu'on a mis à la tête de ces deux sélections. Le casting était bon là-bas. Et pourtant, on n'est pas allé loin. On n'est pas allé loin parce que là, c'est l'organisation, la préparation. On ne donne pas les moyens à ces sélections de pouvoir se préparer comme il se doit. Et voilà, patatras, les juniors sont de retour à la maison. Ce qui fait encore très mal, c'est la sélection locale engagée cette fois-ci juste au 2e tour éliminatoire du CHAN parce que Jean-Paul Dossé Abalo aurait fait le travail en qualifiant le Togo
Togo pour une première édition. Voilà, c'était au Cameroun la dernière fois. Donc, le Togo n'avait qu'à disputer 2 matchs au lieu de 4. Voilà, ici, on s'est lamentablement loupé face au Niger. On s'est mélangé les pinceaux. On s'est mélangé les pinceaux. Il y a eu des non-dits, il y a eu des problèmes et on n'a pas su préparer ce match comme il faut. On n'a pas su faire les choses comme il faut alors que vous jouez contre une sélection d'un homme que vous connaissez très bien, le président de la Fédération nigérienne de football. Il était à la base de la sanction infligée aux joueurs cadets ici pour les éliminer pour fraude au niveau de l'âge. Vous n'avez pas pris les dispositions. Les locaux sont de retour à la maison. Et puis les U23 qui viennent d'être éliminés. C'est difficile d'en parler, mais on le dit toujours, tel on fait son lit, on se couche. Ah oui, donc on continue à dormir. Je ne sais pas. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le coma? Ben, c'est plus que dormir alors. C'est plus que dormir. Alors donc, bon alors, on va dire quoi? Ça dépasse donc le sommeil dogmatique. Vous avez tout dit. Pour ajouter à ce que Franck a relaté tout à l'heure, n'ayons pas peur des mots. On est très très loin du haut niveau et d'espérer des résultats probants. Je dis bien, on est très très loin. Mais vous avez écouté tout à l'heure Franck, pour les cadets, pour les juniors, pour, disons, oui, pour ne parler que ces 2 catégories inférieures, on a eu quand même, disons, des staffs techniques acceptables. Et on parle de moyens, on parle de ceci, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une succession de faits, voilà, et que aujourd'hui la question c'est de savoir ce qui se passe concrètement dans ce football. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas envie de travailler. Ce qu'il se passe... Qui n'a pas envie de travailler? C'est qu'on n'est pas ambitieux. Je vais parler même de l'État togolais en premier. Nous ne mettons pas en priorité le sport ou les sports dans notre pays. Je l'ai dit toujours, le Togo n'est pas un pays de football, c'est un pays de footballeurs. La différence, allons la comprendre. Aujourd'hui, quand vous prenez les staffs qu'a cité tout à l'heure Franck concernant la sélection U17 et U20, à ce niveau, nous reconnaissons que nous avons des entraîneurs compétents qui ont prouvé plus d'une fois en tant que joueurs, en tant qu'entraîneurs, ce dont ils sont capables à la tête des escouades. Au-delà de ça, à leur niveau ou à d'autres niveaux, je pense qu'il y a un problème de formation des joueurs. Ah oui? Disons la vérité. Aujourd'hui, dans quel club nous allons voir par exemple la catégorie des poussins, où on parle des joueurs âgés de 9 à 10 ans, où on parle d'initiation au football. Il n'y en a pas. La catégorie de la préformation, la catégorie de la formation et la catégorie de compétition. La plupart du temps, nous avons des joueurs qui ont peut-être 18 ans, qui n'ont jamais eu les fondamentaux, et tout de suite, et qu'on éjecte. Ils ont l'opportunité de jouer en première division. Oui. Et sur 4, 5, 10 matchs, waouh, on les applaudit. Et tout de suite, ils atterrissent en équipe nationale. Et curieusement, quand ils sont en équipe nationale, ben c'est là où le bas blesse. On les retrouve, on ne les reconnaît même plus. On se demande, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui a été fait en amont? D'abord sur le plan psychologique, sur le plan éducation, sur le plan discipline de vie, autodiscipline, avant qu'on ne mette en tout cas devant la formation professionnelle. Je pense que quand on prend palier par palier, le Togo est très très loin, en tout cas du haut niveau que l'on voit ailleurs. Autre chose, je pense qu'il est temps aujourd'hui que le football au Togo ne se résume qu'à la sélection nationale. Il faut repenser les choses. Repensons le football en mettant les moyens au club, en donnant les moyens au club. Parce que n'oublions pas une chose, si nous avons des sélections à travers le monde qui sont très fortes, quel que soit l'adversaire en face, c'est parce qu'en amont, quand vous allez voir, vous allez fouiller, il y a des championnats bien développés, des championnats professionnels, des joueurs qui sont pris en compte, les entraîneurs qui sont formés, la direction technique qui est tellement dotée et surtout les infrastructures qui permettent à tout ce beau monde-là de se mettre dans les meilleures conditions. Ça ne va pas venir sur un coup de baguette magique, mais c'est après 3 ans, après 5 ans, petit à petit, les fruits vont être mûrs. Mais au Togo, pour terminer, on veut avoir des résultats tout de suite sans avoir planté la graine dans le sol. Ah oui, mais
au même moment, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un football amateur. Jusqu'à quand? Oui, jusque-là, on est dans le football amateur. Et donc, forcément, on ne peut pas demander... C'est une façon de parler parce que les joueurs sont payés. Il y a voilà, c'est même pas amateur, on va peut-être dans la pratique, oui, mais dans certaines façons de faire, Ouais. mais ça tend vers la professionnalisation puisque les joueurs sont payés, ils font des choses. Il y en a qui ne font que jouer au football et qui s'attendent à être rémunérés à la fin du mois. Oui, dans tous les cas, on a dit donc que les clubs n'ont qu'à commencer par se professionnaliser en attendant qu'on professionnalise disons, la pratique. Avec quel moyen? Hein? Avec quel moyen? Oui, mais écoutez, c'est vous qui avez voulu créer un club, hein, donc c'est avec les conséquences. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Mais Ailleurs, reconnaissons, comme vous l'avez dit, que nous sommes dans un état amateur, mais quelque part aussi... non, l'État n'est pas amateur. Non, je dis dans un état amateur, état de football amateur. Oui, voilà. C'est ce que je veux État dire. de football amateur. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, avant que vous ne repreniez la parole, Oui. j'insiste là-dessus à ce que l'État, avec grand E, maintenant. contribue. Oui. Je dis contribue au développement de ces clubs-là en mettant en place les mécanismes de contrôle pour permettre petit à petit, à un certain moment, que ces clubs-là deviennent en tout cas solides et après, on pourra les laisser voler de leurs propres ailes. Ce n'est qu'une proposition. Oui, naturellement. C'est d'ailleurs ce pourquoi je disais toujours, Franck, vous rappelez, en tout cas, vous savez, pour le moment, la législation togolaise ne nous permet pas de faire du football professionnel ou du sport professionnel, mais on y tend vers, puisque théoriquement, à partir de la saison prochaine, n'est-ce pas? C'est à partir de juillet. Le deadline 2023. qu'on a donné, oui, 2023. Oui, 2023. Oui. Donc, en principe, la saison 2023-2024 devrait être professionnelle. Alors, le problème aussi, c'est de savoir, est-ce que les clubs vont se professionnaliser ou bien on déjà commencé à se professionnaliser? Parce que ça devrait se faire depuis, en réalité. Et ce n'est pas fait jusqu'à présent. Mais nous sommes en train d'aller vers, disons, ce deadline-là. Ouais. Est-ce que cette législation va surprendre les clubs? On va commencer à apprendre maintenant. Voilà aussi une autre question. Mais c'est vrai également ce que vous avez dit par rapport aux moyens qui n'ont pas été mis tellement à la disposition donc des catégories inférieures. Mais disons la vérité quand même pour ce qui est de la sélection Fagnon, de la sélection locale, mais suffisamment de moyens ont été mis à disposition. Oui, là, on ne va pas vraiment torcher sur les décideurs ou bien le gouvernement. Si nous prenons le dernier stage ou bien la dernière journée FIFA qui a englouti pratiquement 500 millions de francs CFA, ça veut dire qu'on met les moyens. On met les moyens. Lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se fait, ça veut dire qu'on met les moyens. Moi, à un moment donné, on avait même envie de dire d'annuler, on va dire, ces journées FIFA et de donner peut-être ces 500 millions au club. C'est budgétivore. Pour qu'ils se partagent. Aujourd'hui, c'est un championnat classique qui s'annonce avec 8,5 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ça? Et comment le Togo pourrait avoir de grands joueurs pour alimenter ces différentes sélections? Apparemment, c'est pour commencer. Bah, on verra. On verra donc, il faut mettre les moyens là où il faut. Si on doit suivre ce qui se fait habituellement, ça veut dire que ils auront donc le double. Enfin, du moins, ils devraient avoir encore 8 500 000. Dans sa phase 17. Même s'ils ont les triples, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui, naturellement. Ça ne suffit pas. Ça reste quand même une subvention. Hein. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais il faut dire également que les clubs eux-mêmes doivent avoir des débouchés pour trouver des moyens pour se financer. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment, sur certains points, faire preuve de jugeote pour mettre les moyens forcément là où il faut. Il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre parce qu'à certains moments, on a envie de dire que oui, l'argent du contribuable togolais est gaspillé, est vilipendé. Parce que là, sur cette dernière journée FIFA, le Togo est parti avec des questions et est revenu avec beaucoup de questions. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas trouvé de réponse aux questions, mais on en a ajouté beaucoup. On en a créé d'autres questions. Donc vous voyez un peu, si on donnait cet argent par exemple au club, mais regardez un peu ce que ça va changer. Oui, mais bon, écoutez, nous reconnaissons qu'il y a des moyens, mais ça ne marche pas, ça ne semble pas aller, les résultats ne semblent pas suivre,
malgré les moyens plus ou moins conséquents déployés. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, en fait? Mais on l'a déjà évoqué. Nous ne formons pas les joueurs comme il se doit. Vous avez, même si... Le football à la base. Même si on amène l'entraîneur le meilleur au monde dans notre pays, on lui donne 6 mois, 1 an. Le meilleur, c'est qui? Je ne sais pas, c'est selon. Chacun est libre de donner le nom qu'il veut. Mais toujours est-il que... Pour vous, c'est qui? Non, je n'ai pas de nom à donner. Mais de vous à moi, il aura les mêmes difficultés parce que il n'a pas les joueurs dont il a besoin, capable de respecter ce qu'il va mettre en place. C'est en cela, on ne cessera jamais de le dire. Donc, si vous n'avez pas les joueurs qu'il faut, donc ce n'est pas le problème des entraîneurs. Non, mais... Ou des sélectionneurs. Non, de toutes les techniciens, je veux dire. De toutes les façons, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de joueurs, ni de bons joueurs, qu'on ne doit pas former les entraîneurs, ni avoir des dirigeants de qualité. Il faut continuer à faire le travail dans ce sens-là. Mais ça se fait au niveau de la fédération, important. je crois. Oh, mais attendez, bon, on attend de voir. Ça, sincèrement, ça laisse à désirer. Nous entendons chaque fois dire... La dernière fois qu'on a formé des entraîneurs dans ce pays, c'est quand? Ouais. Les entraîneurs qu'on a formés dans notre pays, la dernière fois, c'est quand? Mais il faudra pas non plus que les entraîneurs attendent qu'ils soient formés. Oui, par la fédération. On peut comprendre, oui. Mais il faut aller soi-même. Mais à un moment donné, la politique ou la gouvernance footballistique d'une fédération, c'est de permettre en tout cas à ce que les entraîneurs, les techniciens soient un cadre d'épanouissement. C'est très important. Ouais, et en cela, même ailleurs, dans d'autres fédérations, sur le continent, on permet même aux entraîneurs locaux d'aller à l'extérieur, en Europe, en Amérique du Sud, pour se faire former, histoire d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée. Oui, pour revenir toujours à la question, qu'est-ce qu'il se passe? Je me dis, formons les joueurs à la base, trouvons des joueurs de qualité, des entraîneurs de qualité, mettons en place des infrastructures et arrêtons de croire qu'en gagnant 1 match ou 2 matchs, on est déjà sorti de l'auberge. Non, il faut continuer de travailler. C'est ça, il faut continuer de travailler et bien sûr, c'est acquis de droit et on l'entend, c'est la fédération, c'est l'État togolais, c'est les clubs. Voilà. Revenons encore avec, disons, cette histoire d'identité vestimentaire des éperviers. En quelques secondes, on va toujours en parler. Je crois qu'il faudra peut-être rappeler ça tout le temps. Franck, vous pensez que l'un des problèmes également du football togolais, c'est le fait qu'on n'ait pas une identité au niveau donc de l'utilisation des couleurs? On ne peut pas attribuer, on va dire, les mauvais résultats des sélections togolaises à ce manque d'identité vestimentaire. Mais c'est un paramètre qui peut permettre à cette équipe de se retrouver, de s'identifier, d'avoir, on va dire, une certaine image. C'est important lorsque vous prenez certains pays, par exemple, lorsque le Cameroun sort, vous savez que c'est le Cameroun. Lorsque le Cameroun reçoit, vous savez que c'est le Cameroun les yeux fermés. Pourquoi pas le Togo? Et c'était, voilà, on va dire un maillot tricolore qui avait porté ce pays, le jaune, le vert et puis le blanc. Donc pourquoi tout subitement, on a oublié pour, j'allais dire, s'investir totalement dans le jaune. Le jaune est porté par le Bénin, le jaune est porté par le Mali, la Guinée, le Zimbabwe, plusieurs autres pays. Il faut cette identité vestimentaire pour, j'allais dire, particulariser la sélection du Togo. C'est important. Important, n'est-ce pas? Il faut avoir une ouverture d'esprit. Je ne sais pas pourquoi on va rester toujours dans le conservatisme ambiant, croyant que ce qu'on fait depuis longtemps doit être forcément la meilleure formule. Il faut arriver à discuter avec voilà, la marque Léopard ou je ne sais quoi qui aujourd'hui fournit les équipements à la sélection, histoire d'avoir une panoplie, en tout cas, d'accessoires. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que voilà, on n'a que cette seule couleur. Et des fois, quand vous discutez même avec ceux qui ont été proches de cette sélection, qui ont travaillé sous Claude Marie, François Leroy, ils vous diront que ce n'est pas la qualité que l'on a, que ce n'est pas la bonne qualité de maillot que l'on a. Ah donc, alors comprendre quelque chose. Je me dis, à un moment donné, oui, la Fédé, le COMEX doivent également, en tout cas, prendre en main ce dossier-là, histoire d'apporter du renouveau, du neuf au niveau de cet aspect de la chose. En tout cas, la réflexion est toujours lancée. On propose à la fédération d'y penser, j'allais dire profondément, pour voir dans quelle mesure on pourra revenir donc à cette identité vestimentaire qui a permis au Togo, pas permis, mais que le Togo a utilisé en allant donc à la Coupe du Monde en 2006. Voilà. Le chapitre des Togolais en club avec ce coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. On retrouve Angelo Folikwe.
Oui, Aimé, on va commencer par celui-là qui représente le fer de lance en sélection. Là-bas, Fodo avec son équipe, ou son club d'Alaïne, actuellement classé 8e. Ça ne va pas très très bien, mais il va falloir rapidement se remettre dans le sens de la marche. Et pourtant, il marque beaucoup de buts. Oui, et la dernière fois, pas à gagner. la dernière fois, c'était compliqué. Ils ont perdu face à Al-Ahly 2-1. Mais il a joué tout le match. C'est ce qui est intéressant, en tout cas, à souligner. On parle également de Clydier Thibault, de Lucerne. Son club a gagné 3-1 face à Grasshopper Zurich. Il est entré à la 76e minute. Autre temps de jeu intéressant pour un autre épervier. Il s'agit de Samuel Asamoah avec son club de Craiova. Il a joué 85 minutes. D'autres joueurs qui ont joué pratiquement les 90 minutes de jeu avec leur club. On pourra citer Jenda Konam de Retafe. On pourra également parler de Alexis Romao, Dionikos en Grèce, Amever Maouna du FC Eindhoven ou encore Steve Lawson, voilà, qui a délivré 2 passes décisives et marqué un but, même si son club, oui, il a marqué un but. Le défenseur. Sur penalty. Il faut le rappeler. Et puis Emmanuel Ackman, n'a pas pu jouer avec son club de Gil Vicente au Portugal. Kevin Boateng a joué 83 minutes avec son club de Santa Clara, un but partout face au FC Porto. Attention. Ce n'est pas rien. Ouais. Kevin Denke avec le Cercle Bruges a joué tout le match, même s'il n'a pas marqué. Cette fois-ci. Tout le contraire de David Heinen, qui n'a pas joué la moindre minute avec Courtrai. Et puis on va parler de 3 autres joueurs. Étienne Amenido qui a joué 69 minutes avec San Paoli en D2 allemande. Et puis Frédéric Ananou qui a joué tout le match avec Hansa Rostock. Vainqueur à la fin 3-0 face à Ratisbonne. Et puis un dernier épervier dont on va parler. C'est plutôt... non, je pense qu'on a fait le tour. Fait le tour. Ah oui. Je voulais vous offrir un bonus, mais c'est bon. Le bonus a disparu. C'est bon. Ah oui, un bonus qui ne viendra pas. En tout cas, ce serait donc pas pour aujourd'hui. Ce sera pour vendredi prochain. Exactement. Ce bonus-là. Et c'est ce qui nous amène justement à ouvrir maintenant la vanne pour les auditeurs et que c'est ce dernier chapitre justement de cette émission, la 30 des auditeurs. À vous l'antenne, votre avis et votre perception sur les sélections nationales et tout ce qui se dit donc autour des éperviers. Le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Voilà donc les codes d'accès. Et si le cœur vous en dit, eh bien, c'est le moment précis pour participer à cette émission. Il y en a déjà un? Non? Ben, dis donc. On dirait pas. Bon, peut-être aujourd'hui on a un peu plus de temps pour vous. Si vous n'en voulez pas, nous, on va le prendre autrement. Oui, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle? Ouais, c'est Bertin de Didjolé. Bertin de Didjolé. Oui. Je vous écoute. Oui, j'ai une inquiétude que j'ai remarquée là. Pourquoi on a fait voyager les espoirs, on a fait voyager Sama Alimou, mais bizarrement, on a vu avec le groupe, mais il est dans la tribune. J'ai pas compris, quoi. Vous avez une information là-dessus? Bon. Est-ce qu'on a eu une information précise là-dessus? Non. Peut-être qu'il est peut-être tombé malade, je ne sais pas trop, mais on va peut-être aller aux informations également par rapport à cela. Ou bien, Angelo, vous en avez? Non. Rien du tout. Non. Sur Sama Alimou. On va fouiller. Ben, on va chercher pour vous, d'accord? Oh, il est parti. Un autre en ligne? Allô, bonjour. Allô. Ah oui, Bertin est parti, mais vous, c'est qui, s'il vous plaît? Adjudant-chef Yeriwa. Adjudant-chef Kiriwa. Yerima. Ah, Yerima. Ouais, Angelo. Oui, adjudant-chef. Angelo Lekema. Ça va bien. Pardon? Allô? Oui, ça va, merci, adjudant. Mon adjudant, allez. J'ai dit de me commander ton chapeau là, mais jusqu'à présent. On va se voir pour gérer ça. Alors, dites-nous ce que vous pensez de la sélection. Après, vous allez discuter de tout cela avec Franck. D'accord? Oui. Bon, ok, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Je vais dire sur l'entraîneur, quoi. Oui, allez-y, c'est ça qui nous intéresse le plus. Non, si vous avez dit la vérité, il devrait vraiment collaborer avec ces agents pour que ça puisse marcher. Donc, vous êtes les yeux, vous les journalistes,
si vous voyez que depuis, dès le début, ça ne marche pas, mais vite pour que ça puisse aller. C'est ça. Oui, d'accord, mais il faut que les entraîneurs eux-mêmes aussi disent ce qu'il se passe entre eux. Bon, voilà. En tout cas, donc, continuez votre travail, nous, on vous soutient. Merci beaucoup, mon adjudant. Et donc, après, vous allez appeler Franck, vous allez gérer votre problème de chapeau. Oui, ça. Voilà. 92 03 60 31 97 24 26 26, c'est le code d'accès, justement, pour participer en direct à cette émission. Vous êtes dans cette tranche des auditeurs, à vous l'antenne, oui, que nous sommes en train donc, de dérouler et qui nous conduit tout doucement donc, vers la fin. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Allô, allô, oh là là, je risque de me noyer. Je suis allô, mais voilà. Oui, il est là, l'auditeur, on peine donc à l'avoir, oui, avec Pélagie qui tente donc de le récupérer de l'autre côté. Quelques soucis, mais bon. 92 03 60 31 au 97 24 26 26. Et bien sûr, ça risque donc de nous obliger d'aller à la fin de conclure cette émission. Hein. Si l'auditeur ou les auditeurs ne semblent pas donc vibrer au même diapason que nous, ils n'arrivent pas donc. Oui, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Il y a tellement de bruit autour de vous, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Ça va maintenant. Je crois un peu, on vous appelle comment vous? Je m'appelle Jean. Jean, qui nous appelle d'où? Debay. Ah, Debay, voilà. Jean Debay. Non, je voulais tout juste dire à Angelo. Oui. Quand il a appelé le nom de Boateng, il devait dire qu'il est élu homme du match et c'est lui qui a marqué le but. Ah, d'accord. Vous voulez cette précision? Oui, parce qu'il y a certains journalistes qui comparent Kennedy Boateng à notre défenseur de première division d'ici qui sont meilleurs que lui. Ah, et donc, vous trouvez que c'est le meilleur? Il est bon. Quelqu'un qui joue au Portugal en première division, il est bon. Oui, c'est ça. C'est ça, il est bon. C'est ça. Il n'est pas bon, il ne peut pas jouer là-bas. Oui, c'est ça. Il y a des exemples ici, nos défenseurs qui sont partis, ils ne sont jamais imposés. Si on prend l'exemple tout récent de Rosama Hakim, il est parti au même moment que le Burkinabé Django Ouattara. Aujourd'hui, Django Ouattara, il prend des buts en Ligue 1. Où est parti Rosama Hakim? Voilà. Lui, il a été plombé par les blessures, hein, il faut aussi le dire. Jean, vous avez parfaitement raison. Vous avez fait donc une analyse pertinente. Oui. Bon, il faut qu'on le dise. D'accord. Donc, nos joueurs ne travaillent plus. Ils ne travaillent pas. Dites-leur la vérité. Ils ne travaillent pas. Bon, ils refusent de travailler, c'est tout. Ok. Alors, joueur, vous refusez de travailler, d'accord? Quelqu'un est titulaire, tu as complètement disparu. C'est normal. C'est ça. Merci. Oui. Jean, merci beaucoup pour votre intervention très pertinente justement avec cette analyse. Oui, je crois que c'est un exemple bien trouvé, mais bon voilà, avec Hakimi justement qui a été victime donc, de beaucoup de blessures. Bon voilà, c'est aussi ça. Et alors que Zongo lui continue, il se trouve donc en première division en France. Mais rappelons que Hakim justement, il était allé à Lille pour commencer. Exactement. Franck, merci. Ça a été un plaisir. Oui, Angelo. Je vous en prie. Merci également à Elom pour disons, toujours aussi accroché à son travail. Merci également à Pélagie Mekoun de l'autre côté de la baie vitrée. Moi, je m'appelle Aimé Lebon et c'est avec autant de plaisir que je vais vous retrouver vendredi prochain à la même heure. Salut.